L'arôme du café matinal flottait dans ma cuisine à Lyon lorsque j'ai ouvert mon relevé bancaire ce mardi de juillet. À 68 ans, retraitée de l'enseignement depuis 3 ans, je menais une routine simple. Le marché le matin, la lecture l'après-midi, des promenades dans le vieux Lyon au crépuscule. Mais ces chiffres sur l'écran de ma tablette ont fait bondir mon cœur. 800 000 € d'achats que je n'avais jamais faits. Des bijoux de marque chère, des transactions à des heures impossibles, toutes autorisées avec ma carte principale. Ma main a tremblé en tenant la tasse en porcelaine que ma mère m'avait laissée, tandis que le son des cloches de la basilique Notre-Dame, de Fourvière, résonnait par la fenêtre ouverte. Le nom sur la facture m'a frappé comme une gifle. Claire Dubois, ma belle-fille. La femme que mon fils Pierre aimait depuis 5 ans, que j'avais accueillie comme ma fille, qui connaissait tous mes secrets financiers depuis qu'elle avait emménagé dans notre immeuble du 2e arrondissement. J'ai immédiatement appelé la banque, mes doigts parvenant à peine à composer les numéros. L'employé, avec un accent marseillais, a confirmé mes pires soupçons. Les achats avaient été effectués dans des bijouteries de luxe de la rue de la République, tous autorisés avec mon code secret. « Madame Laurent ?» a-t-il dit, « nous aurons besoin d'une déclaration formelle pour initier le processus de contestation. » Mon estomac s'est noué lorsque j'ai réalisé que Claire connaissait mon mot de passe depuis l'année dernière, lorsque je le lui avais donné lors d'une urgence médicale. J'ai raccroché et je suis restée à regarder par la fenêtre de mon appartement du 5e étage, voyant les piétons marcher insouciants sur la place Bellecour. Les platanes se balançaient doucement avec la brise estivale, mais je sentais un froid glacial me monter le long de la colonne vertébrale. Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment quelqu'un, en qui j'avais confiance, a-t-elle pu violer notre relation familiale de manière si brutale et calculée? J'ai fixé un rendez-vous avec Claire au Café des Fédérations, notre endroit préféré près de la station de métro Bellecour. Elle est arrivée 15 minutes en retard, portant une robe bleue que je n'avais jamais vue auparavant, probablement achetée avec mon argent. Ses yeux ont évité les miens lorsqu'elle s'est assise à la table en bois, usée, où nous avions partagé tant de conversations intimes sur la famille, le travail et les rêves. « Claire !» ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. « J'ai besoin que tu m'expliques ces achats. » J'ai posé le relevé sur la table, entre les tasses de café fumant et le sucrier en verre. Elle est devenue pâle. Ses mains ont légèrement tremblé en prenant le papier. « Madame Laurent, je peux expliquer ?» a-t-elle murmuré, en tripotant nerveusement son alliance. Le bruit de la rue dehors, klaxons, conversation, le tramway qui passait, semblait lointain comparé au silence tendu qui s'était installé entre nous deux à ce moment décisif. « C'était des investissements, » dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « Des bijoux vintage qui ne font que prendre de la valeur avec le temps. J'allais tout rembourser, multiplier, dans quelques mois. » Ces mots sonnaient creux, désespérés, comme quelqu'un qui essaie de se convaincre d'un mensonge. Je l'ai observé remuer sa petite cuillère de café, évitant mon regard, tandis que des touristes passaient sur le trottoir, photographiant l'architecture historique du quartier. « Claire, vous avez dépensé 800 000 € de ma carte sans permission. Ce n'est pas un investissement, c'est du vol. » Le mot est sorti de ma bouche plus durement que je ne l'avais voulu, mais c'était la vérité crue. Elle a commencé à pleurer, des larmes coulant sur le visage que j'avais embrassé tant de fois lors des fêtes de famille. « J'ai besoin de récupérer cet argent aujourd'hui, » ai-je dit, et j'irai à la banque demain pour demander la contestation officielle. Le serveur, un homme grisonnant qui nous connaissait depuis des années, a fait semblant de ne pas remarquer la tension en ramassant les tasses d'autres tables, nous accordant ainsi de l'intimité dans ce moment douloureux. Le processus de contestation a duré 3 semaines angoissantes. Pendant cette période, Claire a désespérément tenté d'annuler les achats, se rendant personnellement dans les bijouteries, négociant des retours, vendant certaines pièces à des prix inférieurs.
Je l'ai accompagnée lors de certaines de ses visites, marchant dans les rues pavées du centre historique, passant devant des vitrines scintillantes où elle avait dépensé ma retraite. Pierre, mon fils, a été dévasté lorsqu'il a appris la situation. Il a pleuré sur mon épaule par un après-midi pluvieux, tandis que l'eau ruisselait le long des fenêtres de notre appartement familial. « Maman, je ne savais rien !» répétait-il. « Comment a-t-elle pu te faire ça ?» La pluie battait fort sur le toit en ardoise de l'immeuble, créant une mélodie mélancolique qui correspondait à nos cœurs brisés. La banque a finalement confirmé le remboursement intégral dans la 2e quinzaine d'août, lors d'un appel que j'ai reçu en arrosant les plantes de la terrasse. L'argent était de retour, mais quelque chose dans notre famille s'était définitivement brisé. Aujourd'hui, 6 mois après, Claire et Pierre sont toujours mariés, mais elle vient rarement à mon appartement. Quand nous nous retrouvons pour les déjeuners dominicaux chez eux, elle apporte des fleurs, toujours des fleurs, orchidées, roses, lisses, comme si elle pouvait acheter mon pardon avec des pétales colorés. Je les accepte poliment, les mets dans des vases, mais mon cœur reste blindé. J'ai changé tous mes mots de passe, ouvert des comptes dans différentes banques, engagé un avocat pour revoir mes documents. Quand je marche seule le long des rives du Rhône, au crépuscule, voyant les bateaux naviguer tranquillement sur le fleuve, je pense à la façon dont certaines trahisons laissent des cicatrices invisibles, mais permanentes. L'argent est revenu, mais la confiance... Ah, la confiance est un bijou rare qui, une fois brisé, ne retrouve jamais son éclat original. Pierre me serre plus fort maintenant, comme s'il voulait me protéger de futures déceptions. Mais nous savons tous les deux que certaines leçons coûtent plus que 800 000 €. Elles coûtent l'ingénuité de croire inconditionnellement aux personnes que nous aimons. L'hiver est arrivé à Lyon comme une lourde couverture sur mes épaules, apportant avec lui une mélancolie que je ne pouvais chasser. Décembre a transformé les rues en scènes de cartes postales, des lumières de Noël clignotant dans les vitrines de la rue de la République, le marché de Noël de la place Carnot, exhalant des arômes de vin chaud et de marron grillé. Mais pour moi, chaque décoration festive ne faisait qu'accentuer le vide qui s'était installé dans notre famille. Pierre essayait de maintenir les traditions, organisant le réveillon comme nous l'avions toujours fait, mais je percevais sa tristesse dans ses yeux lorsque Claire restait silencieuse pendant les dîners. Elle avait perdu du poids, ses vêtements semblaient trop larges, et ses tentatives de reprendre notre ancienne intimité sonnaient forcées comme de mauvais acteurs sur scène. La veille de Noël, alors que je préparais la traditionnelle bûche de Noël dans ma cuisine, j'ai entendu à travers les murs minces de l'immeuble une discussion animée venant de leur appartement. Des voix étouffées, des portes qui claquaient, des silences longs et lourds qui résonnaient dans le couloir comme des fantômes d'un bonheur perdu. La situation est devenue encore plus tendue lorsque j'ai découvert que Claire avait perdu son emploi dans la boutique de mode où elle travaillait depuis 3 ans. La propriétaire, Madame Rousseau, une femme élégante que je connaissais des cafés du matin, me l'a discrètement raconté lors d'une conversation fortuite à la boulangerie. « Problème financier », a-t-elle murmuré, tripotant nerveusement son sac Louis Vuitton. Je ne peux pas donner de détails, mais c'était mieux pour tout le monde. Mon cœur s'est serré en imaginant que la réputation de Claire avait été entachée par le scandale de la carte. À Lyon, une ville petite malgré son importance, des nouvelles comme celle-là se répandaient pas rapidement dans les cercles sociaux. Lorsque j'ai interrogé Pierre sur le chômage de sa femme, il s'est effondré sur le canapé de mon salon, les mains couvrant son visage. « Maman, elle est déprimée », a-t-il avoué. Elle ne sort plus de chez elle depuis des semaines, ne répond pas aux appels de ses amis. Je ne sais plus comment l'aider. L'horloge ancienne de ma grand-mère marquait 7 heures du soir, ses aiguilles se déplaçant implacablement, tandis que notre famille se brisait lentement, comme des feuilles sèches emportées par le vent glacial de l'hiver lyonnais. En janvier, une lettre officielle est arrivée par la poste, apportant des nouvelles que je craignais, mais attendais.
Claire faisait l'objet d'une enquête pour fraude bancaire. Le commissaire en charge de l'affaire, Monsieur Petit, un homme d'âge moyen, avec une moustache grisonnante, m'a invité à témoigner au poste de police du 3e arrondissement. Le bâtiment gouvernemental sentait le café fort et le vieux papier, tandis que je répondais à des questions sur ma relation avec Claire, sur la façon dont elle avait eu accès à mes coordonnées bancaires, sur mon intention de la poursuivre en justice. « Madame Laurent », a-t-il dit, ajustant ses lunettes sur son nez aquilin, « la décision vous appartient. Nous pouvons classer l'affaire si vous ne souhaitez pas poursuivre. » J'ai regardé par la fenêtre du poste de police, voyant des piétons marcher pressés dans la rue Garibaldi, se protégeant de la pluie fine qui commençait à tomber. Ma réponse est sortie avant que je puisse y réfléchir pleinement. Je veux que l'affaire soit classée. Non pas pour Claire, mais pour Pierre. Non pas pour l'argent que j'avais déjà récupéré, mais pour la famille qui restait à sauver. Le printemps a apporté des changements inattendus pour nous tous. Claire a finalement trouvé un nouvel emploi dans une petite galerie d'art du Vieux-Lyon. Un travail moins rémunérateur, mais qui lui rendait une certaine dignité. Je l'ai vue pour la première fois depuis des mois, marchant dans la rue Saint-Jean, transportant des tableaux pour la galerie, ses cheveux lâchés flottant au doux vent d'avril. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Moins d'arrogance, plus d'humilité, comme si les derniers mois lui avaient enseigné des leçons qu'aucune école ne pourrait donner. Pierre m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie avec une psychologue spécialisée dans les addictions comportementales. Elle a reconnu qu'elle a un problème avec les achats compulsifs, a-t-il dit lors de notre déjeuner hebdomadaire au bistrot préféré. Elle prend des médicaments pour l'anxiété et fréquente un groupe de soutien. J'ai ressenti une pointe de quelque chose que je ne pouvais définir. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une compréhension. Les gens commettent des erreurs, parfois des erreurs dévastatrices, mais cela ne les rend pas irrémédiablement perdus. Le jour de mon 69e anniversaire, en mai, j'ai eu une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Claire est apparue à ma porte avec un cadeau emballé dans du papier simple, sans nœud doré ni ruban coûteux. À l'intérieur de la boîte se trouvait un album photo qu'elle avait monté à la main, avec des images de tous les moments heureux que nous avions partagés avant la trahison. Nos promenades au parc de la Tête d'Or, les après-midi cuisine dans ma cuisine, les rires pendant les dîners de famille. Sur la première page, une lettre écrite à la main. « Madame Laurent, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux que vous sachiez que chaque jour, je regrette profondément. Vous m'avez accueillie comme votre fille, et j'ai trahi votre confiance de la pire des manières. Cet album est pour vous rappeler qu'avant ma terrible erreur, nous avons eu des moments vraiment magnifiques. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle m'a remis le cadeau, ses yeux rouges révélant des nuits sans sommeil. J'ai accepté l'album sans dire un mot, mais quelque chose en moi, une petite partie gelée depuis des mois, a lentement commencé à dégeler. Aujourd'hui, 1 an après avoir découvert ces transactions maudites, notre famille a appris à vivre avec les cicatrices. Claire et moi ne sommes plus intimes comme avant. Peut-être ne le serons-nous jamais, mais nous avons développé une relation de respect mutuel basée sur une honnêteté brutale. Elle me rend compte de ses finances mensuellement, une humiliation qu'elle accepte sans se plaindre. Pierre semble plus mature, comme si la crise lui avait appris que l'amour exige parfois des choix difficiles et des pardons incomplets. Quand je me promène dans les rues familières de Lyon, passant devant les mêmes cafés, la même église, le même marché, je réalise que la ville reste la même. Mais moi, j'ai changé. J'ai appris que la confiance est un luxe que nous ne pouvons pas toujours nous permettre, que la famille, c'est autant pardonner qu'établir des limites saines. L'argent est revenu intégralement, mais la vraie facture, celle que le cœur encaisse, est encore payée par tranches quotidiennes de prudence, de compréhension et d'amour conditionnel. Certaines trahisons nous en apprennent plus sur nous-mêmes que des années de bonheur naïf
ne pourrait jamais le faire. L'été suivant a apporté une révélation qui allait complètement changer ma perspective sur toute la situation. Lors d'un nettoyage du grenier de l'immeuble, j'ai trouvé une boîte oubliée contenant d'anciens documents de Claire. Parmi des papiers jaunis et des photographies décolorées, j'ai découvert des rapports médicaux datant de 2 ans avant l'incident de ma carte. Diagnostic, trouble bipolaire avec des épisodes maniaques sévères. Les ordonnances médicales étaient là, abandonnées, jamais retirées de la pharmacie. Mon esprit est revenu à cette période. Les achats excessifs que j'attribuais à la vanité féminine, les changements d'humeur brusques que j'interprétais comme du stress professionnel, les nuits blanches qu'elle passait à réorganiser obsessivement les placards. Je me suis assise sur le sol poussiéreux du grenier, tenant ces papiers de main tremblante, tandis que la lumière dorée de la fin de journée filtrait à travers la petite fenêtre. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas réalisé que ma belle-fille était malade, pas seulement avide? Le bruit lointain de la circulation dans la rue de la République semblait un murmure de lamentation pour tous les malentendus qui auraient pu être évités. J'ai dévalé les escaliers, mon cœur battant la chamade, et j'ai frappé à la porte de l'appartement de Pierre, avec une urgence que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Quand il a ouvert, il a immédiatement vu dans mes yeux que quelque chose avait radicalement changé. « Pierre, tu savais ça ?» ai-je demandé, tendant les rapports médicaux, mes mains encore sales de poussière. Il a lu en silence, son visage pâlissant progressivement à chaque ligne. « Non, maman. » Elle ne me l'a jamais dit. Elle refusait toujours d'aller chez le médecin, disait qu'elle était assez forte pour résoudre ses problèmes seule. Nous nous sommes assis dans leur cuisine, où Claire préparait le dîner, inconsciente de notre découverte. L'arôme de ratatouille flottait dans l'air, tandis que nous faisions face à la réalité que la femme, que j'avais jugée si durement, luttait, en fait, contre des démons invisibles depuis des années. « Nous devons lui parler », a dit Pierre, sa voix chargée d'une tristesse nouvelle et profonde. Elle mérite un traitement approprié, pas un jugement. J'ai observé Claire par la porte entr'ouverte de la cuisine, remuant les légumes dans la casserole avec des mouvements mécaniques. Et pour la première fois, en 1 an, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à une compassion sincère. La conversation que nous avons eue cette nuit-là fut l'une des plus difficiles de ma vie. Claire s'est effondrée en voyant les documents, confessant qu'elle avait abandonné le traitement par honte et peur d'être considérée comme folle par la famille. Pendant les épisodes maniaques, je me sentais invincible, pleurait-elle, assise sur le canapé où nous avions tant ri ensemble. Je croyais sincèrement que j'arriverais à multiplier l'argent, que je rendais service à tout le monde. Je ne pouvais pas contrôler mes impulsions. C'était comme si une autre personne prenait le contrôle de mon esprit. Pierre lui tenait la main droite, tandis que je tenais la gauche, formant une chaîne humaine de soutien qui aurait dû exister bien plus tôt. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» ai-je demandé, ma voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des mois. J'avais peur que vous me rejetiez, que Pierre me quitte, que vous me détestiez encore plus. L'horloge murale marquait minuit lorsque nous avons finalement compris que notre famille avait été victime non pas de malice, mais d'une maladie silencieuse qui détruisait des vies sans faire de bruit. Dans les semaines suivantes, j'ai accompagné Claire à plusieurs consultations médicales, chose que je n'aurais jamais imaginé refaire. Le psychiatre Dr Moreau, un homme gentil expérimenté dans les troubles bipolaires, nous a expliqué en détail comment les épisodes maniaques affectent le jugement financier. « C'est très courant », a-t-il dit lors d'une consultation dans son cabinet du 6e arrondissement. « Les patients dépensent des économies entières pendant les crises, croyant sincèrement faire des investissements géniaux. Claire a commencé un nouveau traitement médicamenteux, cette fois avec un suivi rigoureux. Je me suis proposé d'organiser ces médicaments chaque semaine, une tâche que j'ai prise avec un sérieux quasi religieux. Chaque matin,
elle venait à mon appartement prendre le petit déjeuner et ses médicaments. Un rituel qui a lentement reconstruit notre confiance mutuelle. « Merci de ne pas m'avoir abandonnée », a-t-elle dit par un matin pluvieux de septembre, tandis que nous mangions des croissants fraîchement achetés à la boulangerie du quartier. « La famille n'abandonne pas la famille », ai-je répondu, me surprenant moi-même par ma propre réponse. L'automne a apporté une stabilité progressive à Claire et une nouvelle perspective pour nous tous. Elle répondait bien au traitement. Ses épisodes de compulsion ont diminué drastiquement et elle a repris le travail à temps partiel à la galerie d'art. Pierre semblait plus détendu, ses épaules ne plus tendues par le poids des secrets non partagés. Moi, de mon côté, j'ai appris une réalité que je ne connaissais pas du tout. Comment les maladies mentales peuvent se masquer en défaut de caractère. Comment le jugement social peut aggraver des tableaux cliniques. Comment l'amour véritable exige parfois de s'éduquer sur des sujets inconfortables. Pendant nos promenades hebdomadaires au parc de la Tête d'Or, Claire me racontait son groupe de soutien, où elle a rencontré d'autres personnes avec des histoires similaires. Des cadres qui ont perdu des fortunes pendant des épisodes maniaques, des jeunes mères qui se sont endettées en achetant des cadeaux inutiles pour leurs enfants. « Je ne suis pas seule », disait-elle, observant les cygnes glisser tranquillement sur le lac. « Et vous non plus n'êtes pas seule avec moi. » C'était une étrange forme de soulagement de découvrir que notre tragédie familiale avait un nom, un diagnostic et surtout un traitement. Aujourd'hui, 2 ans après ce terrible matin où j'ai découvert les transactions frauduleuses, notre histoire est devenue quelque chose de complètement différent de ce qu'elle avait commencé. Claire est en 2e année de psychologie. Elle est stable sous traitement médicamenteux depuis 18 mois consécutifs. Et elle a commencé à travailler bénévolement sur la ligne d'écoute pour les personnes atteintes de troubles bipolaires. Je suis devenue une sorte de mentor informel pour les nouveaux arrivants, au groupe de soutien des familles, partageant notre expérience avec ceux qui ne font que commencer le voyage que nous avons déjà parcouru. Pierre a développé une maturité émotionnelle qui m'impressionne quotidiennement. Il a appris à reconnaître les signes précoces d'instabilité chez Claire et à réagir avec calme au lieu de panique. Lorsque nous passons devant les bijouteries de la rue de la République lors de nos promenades dominicales, parfois Claire s'arrête pour observer les vitrines, non pas avec désir, mais avec une curiosité presque scientifique pour son passé. « C'est étrange », a-t-elle dit récemment, de se souvenir à quel point ces choses semblaient importantes quand mon esprit ne fonctionnait pas correctement. Notre famille a prouvé que certaines des pires crises peuvent se transformer en les plus grandes opportunités de croissance, que le véritable pardon n'efface pas le passé, mais le transforme en sagesse, et que l'amour familial, lorsqu'il est combiné à des connaissances médicales appropriées, peut surmonter même les défis les plus dévastateurs de l'esprit humain. La 3e année après l'incident a apporté des défis inattendus qui ont de nouveau mis à l'épreuve notre famille reconstituée. Claire était devenue exemplaire dans son traitement. Elle prenait ses médicaments religieusement, ne manquait jamais ses séances de thérapie, participait activement au groupe de soutien tous les mercredis au centre communautaire près de la place des terreaux. Mais en mars, lors d'une consultation de routine, le docteur Moreau nous a informé qu'il serait nécessaire d'ajuster drastiquement la médication. Les niveaux sanguins ne sont pas optimaux, a-t-il expliqué, consultant des dossiers éparpillés sur sa table en acajou. Nous devrons tester de nouvelles combinaisons, ce qui pourrait entraîner une instabilité temporaire. Mon estomac s'est contracté en entendant ces mots. Nous avions construit tant de stabilité, tant de confiance fragile, mais réelle, que la perspective de régresser m'effrayait. Claire m'a tenu la main pendant toute la consultation, ses doigts froids trahissant l'anxiété qu'elle tentait de dissimuler. « Nous allons y faire face ensemble », a-t-elle murmuré alors que nous sortions du cabinet sous la lumière dorée de l'après-midi lyonnaise. Mais je savais qu'y faire face ensemble était plus facile à dire qu'à faire quand il s'agissait d'une chimie cérébrale imprévisible. Les premières semaines de la transition médicamenteuse
furent un enfer contrôlé. Claire oscillait entre léthargie profonde et agitation extrême, parfois le même jour. J'ai temporairement emménagé dans leur appartement, dormant sur le canapé-lit du salon, pour aider Pierre à la surveiller 24 heures sur 24. Lors d'une nuit particulièrement difficile, je l'ai trouvée à 3 heures du matin, réorganisant obsessivement tous les livres de la bibliothèque par couleur, puis par taille, puis par ordre alphabétique, ses mains tremblant de façon incontrôlable. « Madeleine !» a-t-elle dit sans me regarder. « Il faut que tout soit parfait. Si ce n'est pas parfait, quelque chose de terrible va arriver. » J'ai immédiatement reconnu les signes que j'avais appris à identifier. Le début d'un épisode. J'ai appelé le docteur Moreau, qui nous a dit de nous rendre immédiatement à l'hôpital. Dans le taxi traversant Lyon à 4 heures du matin, Claire me serrait la main assez fort pour laisser des marques, murmurant des excuses interminables que j'absorbais comme une éponge émotionnelle, déjà saturée de préoccupations et d'amour inconditionnel. L'hospitalisation n'a duré que 5 jours, mais ils ont semblé 5 mois d'anxiété concentrée. Pierre et moi nous sommes relayés pour les visites, apportant des livres, des fleurs du marché municipal, des nouvelles banales du monde extérieur qui semblaient précieuses à l'intérieur de ces murs blancs et aseptisés de l'hôpital. Claire était lucide la plupart du temps, mais fragile comme du verre ancien qui peut se briser au moindre contact. « Je suis désolée de vous mettre à nouveau dans cette situation », a-t-elle dit lors d'une de mes visites, ces mots chargés d'une culpabilité qui me brisait le cœur. « Tu n'as pas choisi d'avoir cette maladie », ai-je répondu, ajustant les fleurs dans un vase improvisé à côté de son lit. « Mais tu as choisi de la combattre, et cela fait toute la différence. » L'hôpital sentait le désinfectant et l'espoir mêlé, tandis que d'autres patients recevaient des visites de famille qui, comme nous, avaient appris qu'aimer quelqu'un atteint de maladie mentale est un acte quotidien de courage et de patience. Lorsqu'elle a finalement reçu son congé, nous avons porté ses quelques affaires personnelles, comme si elles étaient des trésors inestimables de survie. L'été est arrivé avec une stabilité médicamenteuse qui nous a permis de respirer collectivement pour la première fois depuis des mois. Claire est retournée à la galerie d'art, d'abord seulement 3 jours par semaine, puis elle a progressivement repris son horaire à temps plein. Ses collègues, qui avaient suivi discrètement sa lutte, l'ont accueillie avec des fleurs et un gâteau au chocolat fait maison, qui l'a fait pleurer de gratitude. J'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour les familles de personnes atteintes de troubles bipolaires, une suggestion du docteur Moreau que j'avais initialement rejetée par orgueil, puis que j'ai adoptée par nécessité. Là, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des situations similaires. Une dame dont le mari avait dépensé sa retraite en achetant des voitures pendant des épisodes maniaques. Un jeune père dont la femme avait accumulé 50 000 € de dettes sur des cartes de crédit. La culpabilité était le poison qui tue l'amour, a dit Françoise, une femme élégante de 70 ans dont le fils bipolaire avait tenté de se suicider après un épisode dépressif sévère. J'ai appris que je ne peux pas contrôler sa maladie, mais je peux contrôler ma réaction à celle-ci. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours, m'aidant à comprendre que mon propre chemin de guérison avait également besoin d'attention et de soins professionnels. L'automne a apporté une surprise inattendue. Claire a décidé d'étudier la psychologie en se concentrant sur les troubles bipolaires. Je veux aider d'autres personnes qui ont traversé ce que j'ai traversé, a-t-elle annoncé lors d'un dîner de famille dans l'appartement de Pierre, ses yeux brillants d'une détermination que nous n'avions pas vue depuis longtemps. Je l'ai soutenue pleinement en me proposant de l'aider avec les frais universitaires, une proposition qu'elle a d'abord rejetée, puis acceptée avec des larmes de gratitude. L'avoir étudiée à la table de la cuisine, entourée de livres sur la neuropsychopharmacologie et la thérapie cognitivo-comportementale, a rempli mon cœur d'une fierté que je ne savais pas être encore capable de ressentir. Pierre semblait également renouvelé, comme si voir sa femme transformer sa douleur en but lui rendait la foi en l'avenir
Elle obtiendra son diplôme à 42 ans, m'a-t-il dit un après-midi, alors que nous marchions dans le Vieux-Lyon. Certains rêves arrivent plus tard, mais ils arrivent plus mûrs. Je l'ai observé parler de Claire avec une admiration sincère, non plus avec l'inquiétude constante des dernières années. Et j'ai réalisé que notre famille avait non seulement survécu, mais évolué d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé possible pendant ce terrible matin de découverte. Aujourd'hui, 4 ans après cet extrait bancaire dévastateur, notre histoire est devenue quelque chose de complètement différent de ce qu'elle avait commencé. Claire est en 2e année de psychologie, elle est stable sous médication depuis 18 mois consécutifs et elle a commencé à travailler comme bénévole sur la ligne de soutien pour les personnes atteintes de troubles bipolaires. Je suis devenue en Poine une sorte de mentor informel pour les familles nouvellement arrivées dans le groupe de soutien, partageant notre expérience avec ceux qui ne font que commencer le chemin que nous avons déjà parcouru. Pierre a développé une maturité émotionnelle qui m'impressionne quotidiennement. Il a appris à reconnaître les signes précoces d'instabilité chez Claire et à réagir avec calme au lieu de panique. Lorsque nous passons devant les bijouteries de la rue de la République lors de nos promenades dominicales, parfois, Claire s'arrête pour observer les vitrines, non pas avec désir, mais avec une curiosité presque scientifique pour son passé. « C'est étrange », a-t-elle dit récemment, de se souvenir à quel point ces choses semblaient importantes quand mon esprit ne fonctionnait pas correctement. Notre famille a prouvé que certaines des pires crises peuvent se transformer en les plus grandes opportunités de croissance, que le véritable pardon n'efface pas le passé, mais le transforme en sagesse, et que l'amour familial, lorsqu'il est combiné à des connaissances médicales appropriées, peut surmonter même les défis les plus dévastateurs de l'esprit humain.